Donc, j'ai voulu en savoir un peu plus sur la manière dont ça se passe chez nous. Donc, j'en profite pour poser quelques questions au docteur Caroline Depeut, qui est psychiatre, aussi directrice d'un service de santé mentale, qui écrit divers livres aussi, dont un, le dernier, pour nous libérer des écrans. Bonjour Caroline. Bonjour, bonjour. Alors, les drogues psychédéliques, c'est très à la mode, hein, MDMA, psilocybine, LSD, j'en passe un peu, en microdosage ou en accompagnement d'une thérapie. Mais ça reste interdit chez nous, alors est-ce que ça avance ? Alors ça avance à tout petit pas. Il y a actuellement, à ma connaissance, 3 études, projets de recherche qui ont pu se lancer, puisque la seule façon, au fond, de pouvoir intégrer ces substances de façon légale, c'est actuellement via des projets de recherche. Et donc il y a un projet de recherche à Bruxelles, à l'hôpital universitaire Bruckmann, pour la psilocybine dans les addictions. Ouais. Il y a un projet de recherche à Gand pour la psilocybine dans les dépressions résistantes, et il y a un projet de recherche à Liège avec l'unité du coma de Steven Lorace pour, il me semble, la psilocybine dans les cas de coma, et de voir si ça améliore éventuellement le contact. Mais je n'en sais pas beaucoup plus sur cette dernière. Alors évidemment, pour les patients qui consultent en psychiatrie et qui parfois se retrouvent un peu bloqués par des barrières mentales, ces substances apportent vraisemblablement, d'après les premiers échos qu'on en a, des plus en tout cas, ça permet de se libérer un petit peu. Pourquoi est-ce que c'est aussi long finalement ? C'est parce que c'est dangereux ? Ces substances bénéficient d'une publicité négative depuis de nombreuses années qui leur porte préjudice. Donc en fait, on s'est rendu compte qu'elles ne sont ni tellement dangereuses, ni tellement addictives. Je dis ça à partir du moment où c'est utilisé dans un contexte sécurisé et médicalisé avec un cadre. Ouais. Évidemment, quand vous prenez ça de façon récréative, en surconsommant différentes substances, sans être préparé ou sans parfois même être averti, alors oui, on est d'accord que ça peut être potentiellement dangereux avec des effets secondaires qu'on a du mal à gérer. Par contre, tout comme si on exagère avec l'alcool, hein, par exemple. Voilà. Effectivement, c'est la première des drogues. Hein. Quand on voit d'ailleurs le niveau de dangerosité de la psilocybine comparé à l'alcool, eh bien l'alcool est 100 fois plus dangereux. Enfin, donc voilà, c'est maintenant, c'est vrai que ce sont des substances très fortes, très puissantes, et donc il faut pouvoir les utiliser avec précaution. À partir du moment où c'est utilisé dans un cadre sécurisé, par contre, on voit que il n'y a pas de dangerosité, il y a quelques effets secondaires qui sont possibles, mais il n'y a pas de dangerosité et il n'y a pas non plus de potentiel addictif, parce que c'est pris de façon très espacée. Hein, la psilocybine, par exemple, on parle de 2 ou 3 prises sur 2 ou 3 mois, et puis après on laisse faire le processus naturel. Donc difficile quand même de créer une addiction dans ces cadres-là. Alors justement, on sait que les psys sont débordés, il n'y a pas que chez nous, mais de manière générale dans les pays occidentaux, et chez nous en particulier. C'est très difficile aujourd'hui d'obtenir des rendez-vous à court terme en tout cas. Donc est-ce que l'utilisation de ces substances pour faciliter les thérapies classiques, parce qu'elles viennent en complément, c'est quelque chose qui pourrait aussi faciliter la vie des psychiatres et des patients ? Mais oui, tout à fait. Enfin, moi, je plaide vraiment pour une légalisation de façon encadrée de l'introduction de ces substances. On le voit d'ailleurs, il existe déjà l'eskétamine, qui est le Spravato en spray intranasal ici en Belgique, qui est autorisé, et on voit que ça a des effets vraiment positifs. Et en effet, vous le soulignez, d'une part, nous, on est débordés, il y a une pénurie de psychiatres. D'autre part, on voit qu'il y a une explosion de consommation d'antidépresseurs et en parallèle, une explosion de dépression, de burn-out et d'incapacité de travail. Donc, on voit que dans le système, actuellement, il y a quelque chose qui coince. Ce qu'on propose, finalement, ne semble pas être à la mesure des difficultés de santé mentale, et sans vouloir dire que ces substances, comme la psilocybine, tous ces psychédéliques seraient la panacée, hein, loin de là, évidemment, il n'y a rien qui vient tout régler. Mais oui, je pense que ça pourrait être un arsenal, dans notre arsenal, un outil, une ressource supplémentaire qui pourrait nous aider à aider, parce que vraiment le but c'est ça finalement, hein, c'est d'accompagner des gens qui sont en souffrance et de les aider à aller mieux et à pouvoir surmonter leurs difficultés. Est-ce qu'il existe un groupe de pression, un lobby de professionnels, peut-être de patients aussi, pour évangéliser le politique ? Parce que finalement c'est ça qu'il faut faire, c'est évangéliser le politique. Alors, il y a effectivement, dans chaque pays, et donc il y a aussi en Belgique des sociétés. Ici, c'est la PSBE, hein, Psychedelic Society of Belgium, j'imagine. Il y a également au niveau européen des groupes qui se sont formés pour justement essayer aussi à ce niveau-là de pouvoir faire avancer le débat. C'est uniquement des professionnels qui peuvent, je dirais, militer pour l'ouverture, ou bien est-ce que il y a des groupements de patients aussi qui existent ?
C'est une bonne question. Je connais pas de groupement de patients qui existe à ce niveau-là. Par contre, je sais que effectivement, de nombreux patients qui s'intéressent à la question le réclament. Ils disent, mais écoutez, c'est une alternative dont on voit, dont on entend que ça pourrait nous aider. Il y a des gens qui sont en demande d'euthanasie. Donc, ils sont loin dans le processus de désespoir et qui disent, mais pourquoi est-ce qu'on nous refuse ça? Et du coup, puisqu'on leur refuse, ils peuvent aller le faire dans des structures qui sont soit illégales, parce qu'on peut pas le faire en Belgique, soit qui sont mal encadrées. Et parfois, vous tombez bien. Du coup, vous tombez avec vraiment des gens qui sont très professionnels et très formés, mais ça, vous ne pouvez pas le garantir. Et donc, c'est vraiment un risque de voir augmenter une espèce de marché noir sur de circuits parallèles qui est du coup moins encadré parce que les patients, eux, ils en ont besoin de ces substances, ils ont besoin d'avoir de l'espoir, ils ont besoin de pouvoir se projeter dans quelque chose. Et qui dit underground aussi dit moins de sécurité sur la provenance des produits et aussi plus cher et donc moins accessible pour celles et ceux qui pourraient en avoir besoin. Oui, parce que maintenant, il y a effectivement de plus en plus de produits qui sont coupés. Et là aussi, est la dangerosité. Qui dit underground, dit aussi formation qu'on ne connaît pas, des accompagnants. Donc, il y a des risques d'abus de tout type qu'on aimerait quand même bien pouvoir éviter. Qui sont pas là tout le temps, c'est pas là tout le temps, mais c'est un risque, en fait. Et jusqu'ici, quel est l'accueil des politiques? Est-ce que les esprits sont en train de s'ouvrir un peu quand même? Alors moi, pour le moment, je ressens quand même une grande frilosité dans ces questions-là parce que ce sont des substances qui font peur. Il y a eu des campagnes vraiment de diabolisation. Moi, je vous dis, dans mes études de médecine, qui datent de tout début des années 2000, fin des années 90, pour tout dire, on n'en parlait pas du tout et c'était le mal absolu, le LSD ou grosse drogue qui peut nous rendre malades. C'est comme ça, c'est ça que moi j'ai appris. On associait LSD, guerre du Vietnam, quoi, en gros. Alors, il y a effectivement une association politique qui a été faite aux États-Unis et on dit que ça a participé à l'interdiction de ces substances. C'est qu'en effet, ce sont des substances plutôt prises par des gens qui étaient pacifistes et qui, alors qu'ils les prenaient, voulaient encore moins faire la guerre. Et donc, une de cette course contre ces substances, ça pouvait être la dangerosité potentielle, mais on dit que c'était aussi une façon d'essayer d'éteindre un mouvement pacifiste qui était compliqué à gérer pour les États-Unis. Oui, je note quand même que chez nous, il y a encore beaucoup de frilosité et que, peut-être que le fait d'en parler de plus en plus ouvertement sur l'ensemble des médias, permettra à un moment donné d'ouvrir un petit peu la porte. Merci beaucoup, Caroline Depoy. Merci beaucoup, merci.